DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. Casting du jour, bonjour. Il regrette de ne pas suivre Bruges en Ligue des Champions pour ne pas aller au Kairat Almaty le 20 janvier prochain. C'est François Garrigue. Salut François. Il y aura le Bayern de l'Atalanta et l'Atlético Madrid, notamment. Il a passé le début de sa nuit à Nerpede. C'est pour ça qu'il a des petits yeux ce matin. Salut Romain van der Poel. Salut. Et chez lui, on comprend déjà tout du langage de Vincent Evrard qui va œuvrer. C'est Frédéric Bleus. Bonjour Frédéric. Salut. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. Une belle petite banderole derrière nous, Wouter Buiten. Désolé pour mon accent néerlandais qui n'est pas au top. Et on va se demander, Romain, après ce derby qui fait suite à l'élimination en Coupe d'Europe, quel sort le Sporting d'Anderlecht réserve à Besnik Azi? Il va rester. C'est en tout cas ce qu'on nous confirme en interne, ce qu'on a entendu déjà hier soir très tard, que c'était pas du tout dans les projets de le mettre dehors, qu'il n'y avait aucune raison valable de se dire qu'Anderlecht ne peut plus avancer avec Besnik Azi. Donc a priori, après on connaît le monde du football, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Le but est de continuer avec Besnik Azi. Je pense qu'il a épuisé quelques jokers et qu'il a plutôt intérêt à ce que ça aille mieux pour pouvoir espérer continuer sur la durée. Mais on a quand même senti aussi hier que le groupe anderlechtois n'a pas fait un grand match, n'a pas fait un mauvais match. Mais en tout cas, ils ne sont pas désolidarisés, ils n'ont pas boycotté leur coach. Je pense même qu'ils ont joué avec l'envie de prouver que c'était pas, le problème ne se situait pas là. Et Marco Cana a pris la parole après le match et a clairement dit, je lui ai posé la question droit dans les yeux en disant « Est-ce que vous êtes toujours derrière votre coach ?» Il a dit oui, en me regardant vraiment dans le blanc des yeux, sans sourciller. Il l'a répété encore une deuxième fois. Donc je pense que le noyau est avec son coach, pour le moment en tout cas. Frédéric, bonne ou mauvaise chose de garder Besnik Azi? Déjà moi... Ma première interrogation, c'était, mais en début de saison, pourquoi Anderlecht a-t-il prolongé Besnik Azi? Donc, si on me pose la question maintenant, j'ai tendance à dire, non, si je n'ai pas compris pourquoi on l'a prolongé, je ne comprends pas pourquoi on continue avec lui. Après, j'entends les arguments de Romain. J'ai pas vu le match contre Athènes, le match aller, mais manifestement, la première mi-temps était de très bonne qualité, et ça valait mieux plus qu'un but marqué. Le match à l'Union, je n'ai pas vu parce que j'étais sur la route du retour de ce homérique Louvain Standard, mais j'ai vu le résumé et il y a quand même eu manifestement quelques bonnes phases. En revanche, sur les choix de Besnik Azi, moi je continue à me poser certaines questions. De Greef, moi je ne comprends pas pourquoi il l'installe. C'est déjà le mettre en difficulté et forcément, ben oui, alors évidemment après on peut toujours commenter les choix après un match, mais on se dit mais enfin pourquoi aller mettre un joueur dont ce n'est pas la place à ce poste-là? Ça je ne comprends pas et il a commis quelques erreurs. Mettre le jeune Vronings à Haken, ça a été un problème. Pourquoi mettre Oscan à l'AEK alors que Augustinsson fait un très bon début de saison et amenait cette grinta. Mais pour revenir à ce que tu disais, pourquoi l'avoir installé? Ça, c'était une bonne question parce que c'était peut-être le moment de recommencer avec un nouveau projet. Mais le virer maintenant, je vois pas le but. Parce que si c'est pour le remplacer, maintenant, il faudrait alors amener quelqu'un qui va révolutionner Anderlecht en une seule seconde. Et ça, honnêtement, à part un magicien, je vois pas. Mais à moins que tu aies le numéro d'Harry Potter, je sais pas ce qu'on pourrait faire à Anderlecht. J'ai le numéro de Mircea Rednic, mais je sais pas si ça peut convenir. Ouais, ça risque de pas aider des masses. Mais voilà, c'est un peu le problème, c'est qu'il faut aussi se rendre compte que c'est pas toujours la solution miracle de virer son coach, surtout que en interne, et je l'ai réécrit à plusieurs reprises, il y a du progrès et on le voit en interne, on le voit dans les chiffres. Et donc, ce serait peut-être un peu dommage, surtout après, on va quand même être honnête, sur les 3 derniers matchs d'Anderlecht, il y en a un qui est pas mauvais du tout contre l'AEK à l'aller, où on a vu le meilleur Anderlecht depuis longtemps pendant une mi-temps. Il y a un qui est catastrophique, c'est à l'AEK, où là vraiment ils sont passés à côté de leur sujet, mais aussi parce que les joueurs n'ont pas joué avec ce qu'il fallait dans le pantalon, il faut être honnête aussi. Azi a fait certainement quelques petites erreurs, mais c'est aussi les joueurs. Et hier, la première mi-temps, on a fait le constat avec François, je voyais en termes de but attendu, si on enlève le penalty, qui est une erreur de la défense de manière globale, c'était quasi égalité en termes de buts attendus. Anderlecht Union, alors qu'on s'attendait, je vais être grossier, à une fameuse branlée. Donc, je trouvais que c'était pas si mauvais que ça. François, c'est vrai que
c'est pas ce qui s'est passé lors du derby qui fait que Anderlecht se retrouve plongé dans la crise, parce que le contenu ce dimanche n'était pas infamant non plus pour le Sporting. Non, c'est ce qu'on disait. Il y avait une agressivité, il y avait une grinta qui était vraiment présente. Oui, peut-être un peu trop à certains moments. Après, le gros problème d'Anderlecht, c'est qu'ils n'arrivent pas à gagner les matchs qu'il faut gagner. On a parlé ici de l'Union, c'est un derby, il faut le gagner. Tu as parlé de l'AEK, tu as parlé de Haken. Voilà, ça c'est des matchs qu'il faut gagner. J'ai un peu regardé les stats de Asie depuis qu'il est arrivé en mars 2025. 22 matchs, 11 défaites. À partir du moment où tu as un match sur deux que tu perds à la tête d'Anderlecht, c'est des stats qui sont assez simples. Et quand on regarde en championnat ou en play-off les victoires de Besnicazi, c'est 2 fois contre la Gantoise qui était nulle part en play-off. Et l'Antwerp. C'est l'Antwerp. Et ici, cette saison, c'est le Cercle, Westerlo et Dender. Ouais, bien sûr. C'est le gros problème d'Anderlecht pour le moment, c'est que les matchs à gagner, tout simplement, ils ne les gagnent pas. Romain, la journée promet d'être intense, agitée. Je vais être très franc, il est 10h30 au moment où on enregistre ce podcast. À quoi on peut s'attendre finalement? Parce que du coup, si Asie ne bouge pas, est-ce qu'il y a d'autres mouvements? On sait que les supporters réclament la tête de Van den Hout depuis très très longtemps. Quid de Renard? Que va faire Mark Cook? A priori, Mark Cook va communiquer aujourd'hui. Il a annoncé hier sur ses réseaux sociaux, ce qui a fortement perturbé Wouter van den Hout, qui a été exfiltré à la 80e minute, ce qui était prévu, mais parce qu'il sentait que ça allait chauffer un petit peu pour lui. Donc il a été sorti et accompagné pour ne pas être confronté aux supporters. Je pense qu'il a bien fait. Il y a des chances que ça bouge au-dessus, en tout cas, de Besnicazi. On ne sait pas encore précisément à quel niveau, mais il y a une tension qui est devenue impossible à survivre pour Wouter van den Hout. Donc c'est possible qu'il y ait quelque chose qui bouge à ce niveau-là, mais on attend des précisions de la part de Mark Cook, le propriétaire du club, qui lui, clairement, on a ras-le-bol de beaucoup de choses quant à la gestion du club. Fred? On voit qu'Anderlecht, et en termes d'instabilité de club, j'en connais un petit rayon, on voit que l'instabilité d'Anderlecht à sa tête, c'est un sujet qui est récurrent. On a changé régulièrement de directeur sportif. On a 607 changé régulièrement. Voilà. Directeur sportif, directeur général. Donc ça n'envoie déjà pas un bon message pour les joueurs. Les joueurs disent toujours oui, non, on ne s'y intéresse pas, ça ne nous concerne pas. Ils sont forcément très touchés. Et ça les concerne. Et forcément, ils se posent des questions parce que le message vient d'en haut. Et si le message n'est pas clair, ils auront du mal à comprendre. Donc oui, et Mark Cook a en plus... Là, pour le coup, sa communication sur ses réseaux, il y aura quelque chose. Ça va à l'encontre de toute communication de crise qu'il faut avoir, parce qu'il crée une attente qui risque de provoquer plus de frustration s'il n'y a pas de vraie franche décision qu'autre chose. Donc, même Mark Cook, ça n'allait pas, sa communication n'allait pas. Après, on parle beaucoup de la direction, on parle du staff, on parle des supporters aussi. On parle pas beaucoup des joueurs. Tu parlais de l'expected goal hors penalty, mais le penalty, c'est une erreur vraiment de débutant. Sans cette erreur, honnêtement, on peut se demander quel genre de match on a. Et puis, je trouve qu'il y a un manque de qualité, puis il y a un manque de leader. Il y a Kosemans, vraiment, on l'a vu avec le problème avec les supporters. Lui est allé directement, il n'a pas eu peur. Il y a Kana, comme tu l'as dit, qui a fait face, qui est allé vers les supporters et qui est venu face à la presse, mais pour le reste, on n'a pas l'impression qu'il y a ce genre de gars qui peut vraiment, un peu amener une révolution dans ce groupe. T'as un problème qui est la maturité en fait, et la maturité, elle vient avec un peu d'expérience en plus. Et ça, c'est ce qui manque le plus, c'est on l'a déjà dit, écrit, c'est qu'il faudrait un défenseur central de 30 piges. Ça fait un an qui tient la baraque. Ça fait depuis les difficultés d'Jan Vertonghen qu'on n'a pas vu sur le terrain. Et on finira là-dessus. Je te donne la parole là-dessus, Romain, pour boucler le chapitre avec toi. Ce déficit d'expérience, ce déficit de vécu est identifié de longue date. Donc du coup, forcément, les regards se tournent vers un mercato qui a été déficient sur ce point-là pour ramener de l'expérience. C'est clair que moi, je trouve que globalement, le mercato d'Olivier Renard a été intelligent. Mais c'est un mercato ultra jeune et il manque ce mec derrière qui va pouvoir faire la différence. C'est vraiment le pion pour moi qui manque dans ce mercato. Et sans ce défenseur central d'expérience, je ne sais pas si on pourra dire que le mercato est 100% réussi. Du mercato, on va en parler pour l'Union. Et ça bouge du côté du Parc du Den, François, avec le départ
d'un néo-diable. Du coup, l'Union n'aura pas de diable. C'est vrai. Et le départ de quelqu'un qui a été proche du groupe des Diables, Charles Van Hout et Alessio Castromontes, pour ne pas les citer. Qu'est-ce que nous réserve finalement cette dernière journée de mercato à l'Union, tout en sachant qu'il y a une petite subtilité aussi d'un point de vue réglementaire. Ouais, on a eu le CIO de l'Union, Philippe Bormans, en interview jeudi, qui nous a dit que, sauf cas exceptionnel, il n'y aurait plus de départ à l'Union. Et il a rajouté quand même, mais dans le football, on ne sait jamais. Ben voilà, on ne sait jamais dans le football. Et a priori, il y a 2 joueurs, dont un qui est indiscutable, Charles Van Hout, qui va partir, qui va s'engager avec Nice. Un contrat de 4 ans voilà, à Nice qui l'attend, où financièrement, il va faire un bond en avant assez incroyable. Sportivement, c'est vrai que peut-être ça va être plus compliqué dans cette équipe. Niveau météo, c'est bien. Et niveau météo, c'est bien. La Côte d'Azur, c'est pas mal. Castromontes, ben voilà, qui était dans un rôle de remplaçant depuis le début de la saison parce que Kalaili et parce que Nyang ont vraiment les couloirs et ça semble vraiment être leur saison. Donc ça, c'est un transfert qui est peut-être un peu plus compréhensible. Poconelli nous a toujours dit depuis le début du mercato qu'il voulait être vraiment compétitif sur les 3 tableaux et que s'il y avait un départ, il y aurait une arrivée. Donc, a priori, s'il y a ces 2 départs, il devrait y avoir deux arrivées. Et comme on l'a dit hier, peut-être Rob Schoofs qui pourrait remplacer numériquement dans le groupe Charles Van Hout. Mais donc voilà, finalement, on s'attendait à une journée assez calme pour la fin du mercato. L'Union qui prépare toujours bien à l'avance tous ses dossiers. Ici, ça va peut-être un peu modifier les plans. Double problématique, parce qu'on a le départ de 2 joueurs, mais de 2 joueurs belges. Ça aussi, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'au niveau du mercato, le mercato entrant et sortant en Belgique se ferme le 8 septembre, dans une semaine. Mais à l'Union, on joue la Ligue des Champions et du coup il y a cette liste européenne aussi à rendre et qui fait que l'Union va devoir s'activer là dans les prochaines heures. Oui, et c'est un gros problème. Bon, là il y a la liste européenne d'un côté, mais il y a en effet ce quota de joueurs belges qu'il faut avoir et c'est un gros problème à l'Union et ça a toujours été un problème. Donc là on s'attend clairement à un milieu belge. On s'attendait aussi peut-être à un défenseur belge qui pouvait venir. Finalement, voilà, pour le moment c'est pas le cas. Après, voilà, à l'Union, il y a beaucoup de gens beaucoup de supporters qui râlent, qui se disent enfin, comment est-ce qu'on peut lâcher un joueur comme Van Hout, comment est-ce qu'on peut faire partir un joueur comme Castromontes. Malgré le titre, malgré la Champions League, il ne faut pas oublier que l'Union reste l'Union et que voilà, ça reste un club qui doit vendre des joueurs qui n'ont pas changé leur business model. Donc voilà, moi finalement, ce transfert, je le comprends. Ça aurait été plus simple s'il avait été fait plus tôt. Ce départ un peu inattendu, comme avait été celui de Maurice, voilà, là, ils ont pu un peu anticiper et Skerpen a pu venir le remplacer. Mais sur le fond, voilà, moi je trouve que c'est un transfert que je comprends finalement. Maurice, qui était d'ailleurs au coup d'envoi de la rencontre. Fred, tu comprends cette fin de mercato et notamment le départ de Charles Van Hout? J'ai lu l'interview de Philippe Bormans et dans l'interview, il dit aussi on parvient maintenant à vendre à l'Union à des prix qui nous conviennent nous. Donc j'imagine que si Van Hout a été libéré, c'est que l'Union s'y retrouve d'un point de vue financier et je ne peux pas imaginer que le club, parce que si j'ai bien compris, au départ c'était un niet pour Van Hout et puis finalement ils ont accepté. Donc j'imagine qu'ils ont déjà, donc c'est par exemple Rob Schoofs, ils ont déjà une possibilité pour le remplacer. En revanche, comme dit François, c'est sur les quotas belges où là, oui, il va falloir trouver 1 ou 2 joueurs belges en plus. Et alors la liste européenne, c'est pour aujourd'hui ou c'est... Je ne sais pas quand est la date exacte, mais c'était un des éléments dans les discussions avec Nice où l'Union a dit, dans un premier temps, désolé, on ne peut pas vous libérer Van Hout parce qu'on en a besoin pour le... Finalement, ça a été accepté. Mais voilà, il y a eu plusieurs offres de Nice pour arriver à finalement un accord. Mais comme tu le dis, oui, il y a 3-4 ans, l'Union aurait vu partir Van Hout à un prix qui n'était pas le sien. Ici, je pense qu'ils vont permettre à Van Hout de partir quelque part, mais pour un prix qui est vraiment le sien. Et finalement, ils vont faire un bon deal dans cette affaire. Mais en fait, une des... Je trouve des choses les plus intelligentes de l'Union est aussi son plus gros défaut, c'est que l'Union ne paye pas très bien ses joueurs. Et cette réputation, l'Union met un plafond et refuse de surpayer ses joueurs. Mais le problème, c'est qu'à un moment, quand Nice débarque et fait peut-être je ne sais pas combien va gagner Charles Van Hout, mais fait peut-être x3 sur son salaire, mais Van Hout, il va aussi pousser pour partir. Castromontes, si tu es l'Union, tu le gardes, il s'est joué des 2 côtés. Dans le système de l'Union, il est nickel, il s'est dépanné à fond. Mais je comprends que le gars à Cologne, il va certainement bien mieux gagner sa vie aussi, parce qu'il part pour 2 millions, plus ou moins, c'est ça. Donc c'est pas non plus beaucoup pour un mec comme Castromontes. Moi je trouve que c'est un chouette profil. Donc je pense qu'il faut aussi, l'Union va devoir peut-être à un moment réadapter ses marges salariales et son plafond salarial, parce qu'à terme, si
ils veulent rester ambitieux, jouer à la Champions League, jouer l'Europe chaque année et avoir un noyau compétitif. Pour pas se faire voler tous ces joueurs, l'Union va devoir aussi décider de salaires plus hauts. Mais c'est ce que l'Union ne fait pas ces dernières saisons et pourtant l'Union est maintenant championne de Belgique et en Champions League, donc je pense pas qu'ils vont changer ces grilles salariales. Ils vont rester sur leur même politique de transfert. Ils vont rester sur le fait d'acheter un Franjo Ivanovic à 4,5 millions et de le revendre un an plus tard pour 4 fois son prix, 5 fois son prix. Ça va rester complètement ça. Et c'est ce que Alex Mouzio nous disait à la fin de la saison dernière, c'est que non, c'est pas parce que l'Union va jouer la Champions League qu'on va augmenter les salaires. On va peut-être augmenter les primes en Champions League parce que les joueurs jouent la Champions League, mais je pense pas qu'ils vont changer leur business model. Parce qu'ils vont rester dans leur logique. Et finalement, le départ de Van Hout, je pense pas que c'est quelque chose qui embête beaucoup la direction et ça rentre dans la logique de parce que de s'ils veulent acheter de du belge, parce qu'il y a tellement de critères qui vont être mis, il faut du belge, un mec qui soit titulaire direct et qui amène directement une plus-value, parce que Van Hout c'est une plus-value certaine, on va dire. C'est pas gratuit les mecs comme ça, et c'est des mecs qui demandent des gros salaires, donc ça va pas être toujours facile de rester dans ce business là. Mais il y a quand même cette image de l'Union qui a changé maintenant. On sait que quand on signe à l'Union, ça peut être un tremplin vers un autre championnat. On sait qu'on peut jouer les titres, on sait qu'on peut jouer la Champions League, et pour l'anecdote, il y a 2 ans l'Union était sur Scholes. Il avait dit non, il avait donné une interview en disant que l'Union n'était pas un grand club. Ici, ça a changé en 2 ans parce qu'il avait été un peu touché par le fait que Gerrard était parti, par le fait que la moitié des cadres étaient partis. Il ne savait pas si c'était vraiment le bon projet. Je pense que c'était le bon projet à ce moment-là. Finalement, l'Union a changé de sphère depuis lors et maintenant, c'est un plus de signer à l'Union dans une carrière. Il y a aussi quelque chose qui a changé, c'est au Standard. C'est le coach Vincent Evrard qui a remplacé Mircea Rednik. Et on est un petit peu en retard. Alors on va se demander, Fred, qu'est-ce que Vincent Evrard va devoir changer ? C'était quand même assez cocasse de voir un coach s'exprimer alors qu'officiellement il n'a pas encore été présenté. Il faut bien le comprendre. Beaucoup de pression au Standard, donc on ne le met pas encore sous la pression des journalistes et des questions. Mais bon, c'était peut-être pour éviter à Marc Wilmot de répondre à certaines questions. Mais bon, soit, parenthèse fermée. Qu'est-ce que Vincent Evrard va devoir changer puisqu'il faut aller vite ? Déjà, il a préparé ses réponses lors de sa conférence de presse après le match à Louvain, puisqu'il a sorti toutes les stats négatives du Standard avant son arrivée. Ce qui est malin au niveau de la com, c'est-à-dire, en gros, on est dernier dans les expected goals encaissés, on est dernier dans le rapport occasion créée, occasion concédée, on est avant-dernier sur les phases arrêtées. Donc en gros, c'est même plus un chantier, c'est le Carrefour Léonard au Standard. Donc en gros, il y a quand même pas mal de choses à changer. Et il y aura aussi des ajustements à faire au mercato, parce que, alors on ne va pas revenir sur le licenciement de Mircea Rednik, qui était forcément responsable, qui avait ses lacunes, qui avait un management paternaliste, mais des méthodes d'un autre temps, et ça n'allait pas aux joueurs. En revanche, il faut quand même constater que sur le mercato, il y a quand même eu il y a des interrogations. On a renforcé le milieu et l'attaque, mais assez peu la défense, alors que 3 voire 4 défenseurs, si je compte David Bates, qui n'est plus tellement footballeur puisqu'il est régulièrement blessé, ils ont perdu 4 défenseurs et ils n'en ont amené qu'un seul. Donc là, il y a un équilibre à retrouver, surtout pour une équipe qui veut jouer de manière dominante et vers l'avant, avec des défenseurs, avec tout le respect qu'on a pour Ibe Otekit et Dan Dirks. Je rappelle c'est Ibe Otekit et Dan Dirks, je ne suis pas certain que ce sont des joueurs qui sont dimensionnés pour jouer dans une équipe qui vise le top 6, puisque c'est le dernier point, c'est l'ambition du Standard. Et là aussi, c'est une erreur de communication et une pierre dans le jardin de la direction. François qui n'est pas bloqué au Carrefour Léonard. Oui, je pense qu'il faut laisser du temps à ce Standard. J'ai regardé ici dans le 11, plus les 5 remplaçants, donc 16 joueurs. 8 des 16 sont des nouveaux. Donc 50%, que ce soit le Standard, que ce soit Manchester City ou un club de P4, à partir du moment où la moitié de ton équipe est nouvelle, il faut juste laisser du temps. Et finalement, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est à la fin de la saison qu'on va vraiment, j'allais dire parler des prix, mais c'est peut-être pas le cas pour le Standard, mais en tout cas, il faut laisser le temps. Et voilà, et en plus de ça, il y a maintenant un nouveau coach, donc je pense que on attend peut-être trop de cette équipe actuellement et voyons et faisons vraiment le point peut-être en novembre, et c'est là vraiment qu'on pourra avoir un jugement sur cette équipe, parce que maintenant je pense que c'est trop tôt quand on a 50% de son effectif qui est nouveau. Les automatismes, etc., c'est pas en quelques semaines que ça vient. Le problème des attentes, elles ont été créées par les dirigeants.
les dirigeants ont dit on vise le top 6 puisqu'on a été 7e la saison passée. Si on ne renforce que le milieu et l'attaque, on sera 7e. C'est oublier tout ce qui a été fait la saison passée par Ivan Leko, que Mark Wilmots n'appréciait pas, qui jouait de manière fort défensive, trop défensive, qui ne proposait rien au niveau offensif parce qu'il savait qu'il fallait d'abord avoir de très bonnes fondations pour espérer ne pas encaisser et vivre un peu dans la phase régulière. Donc je pense que les attentes, elles ont été créées par les dirigeants. Et c'est vrai que, pour prendre une autre image, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Mais si la symphonie n'est pas bonne, je pense quand même qu'il y a quelques tomates qui vont voler. Ou des sifflets qui tomberont des tribunes de Sclessin. Romain, c'est vrai qu'il y a un gros chantier qui attend Vincent Evrard, mine de rien. Oui, et en fait, je suis toujours perplexe devant le standard. Je suis désolé, Fred. À chaque fois, je reviens avec ça. Mais c'est pas un souci, on est perplexe aussi. Hein. Oui, mais je sais pas. En fait, j'ai pas encore vu ici, en voyant pas l'entièreté du match, parce que voilà, je devais aller au match de l'Union Anderlecht. Je n'ai pas encore vu les grands changements attendus, donc je vais laisser du temps à Evrard. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, voir d'ici un mois et demi, et là, juillet, ce qu'il peut amener. Mais voilà, il n'a rien à perdre, Vincent Evrard, ici, en tout cas, et je pense qu'il a les qualités pour au moins aider ce standard. Est-ce qu'il va en faire une équipe du top 6 ? Je pense que j'en doute, en tout cas à l'instant T, et j'espère qu'il me donnera tort dans un mois. Et on parle des attentes de la direction, mais j'ai l'impression que finalement les attentes des supporters sont moins grandes. On parle beaucoup des supporters Anderlecht qui ne font que gueuler. On n'entend pas trop ceux du Standard pour le moment. Ceux du Standard, on ne les entend pas trop. Ils ont un peu respecté après le match à Louvain. Bon, ils sont patients, mais il ne faudra quand même pas que ce soit trop long. Et n'oublions quand même pas que la direction a changé. Ce sont des personnes maintenant qui sont identifiés et identifiables pour les supporters, Pierre-François, Giacomo Angelini et Mark Wilmots. Donc, s'ils veulent aller demander des comptes, ils pourront aller demander des comptes, c'est plus facile qu'avec Ekep. Et il reste quand même un autre élément, parce que c'est souvent ce qu'on dit au sujet du Standard ces dernières années. L'actualité du Standard doit être vue sous deux prismes, le prisme sportif et le prisme financier. Et de ce côté-là, au niveau financier, on attend toujours la venue des investisseurs. Le Standard a su faire son mercato. Le Standard parvient à vivre et continuera à vivre sa saison puisqu'il a des garanties jusqu'à la fin de la saison et les échéances pour les investisseurs, les actions ne doivent être remboursées qu'à partir du 1er juillet 2026. Mais il est temps que cela bouge au niveau des investisseurs parce que là aussi, les supporters vont tout doucement perdre patience. Vous l'avez compris, on va laisser du temps à la Pro League, pas qu'au Standard. Vu qu'on se retrouvera la semaine prochaine dans un décrassage spécial diable, on parlera du Liechtenstein et du Kazakhstan. Oui, je sais, c'est alléchant. À bientôt. Salut. DH Football Club. Le décrassage.